que s'est-il réellement passé en Union soviétique? Et que se passe-t-il aujourd'hui en Chine? Ce sont les questions qu'on m'a le plus souvent posées au fil des années. Les réponses ne sont pas simples, mais ce qu'elles révèlent est fascinant. Et ce n'est pas étonnant, nous parlons ici de deux géants mondiaux. La Russie, le pays le plus vaste de la planète, la Chine, le plus peuplé. Tous deux ont été les protagonistes de transformations sociales d'une ampleur colossale. En Russie, une tentative sans précédent de construire une société socialiste au XXe siècle. En Chine, un processus entamé plus tard, mais qui est toujours en cours aujourd'hui. Qu'ont en commun ces processus et pourquoi influencent-ils encore notre monde actuel? Ces expériences n'ont pas seulement transformé leur propre pays, elles ont modifié l'équilibre du monde entier. Pendant des décennies, il a été presque impossible de discuter de ces sujets de manière objective. La guerre froide a brouillé toute tentative d'analyse. Chaque bloc, le capitaliste et le socialiste, se présentaient comme moralement supérieurs tout en diabolisant l'autre comme l'incarnation du mal. Et si tout cela nous avait empêché de voir ce qui s'est réellement passé? Cette vision binaire et simpliste était erronée à l'époque. Et à notre époque, alors que nous ne sommes plus officiellement dans ce conflit, elle semble encore plus absurde. Il est grand temps de dépasser les clichés idéologiques et de faire une évaluation sérieuse et équilibrée de ce que ces immenses expérimentations sociales ont représenté et représentent encore aujourd'hui. Ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre vision de l'histoire moderne. Commençons par l'Union soviétique. Comment est-elle née? Comment s'est-elle développée et pourquoi s'est-elle effondrée? Pour le comprendre, il faut remonter au siècle précédent la révolution de 1917 qui a marqué un tournant total dans l'histoire de la Russie. Pendant ce siècle, la Russie était essentiellement une société féodale. Alors qu'en Europe occidentale, le féodalisme avait disparu bien plus tôt, il a persisté en Russie jusqu'au milieu du 19e siècle. Ce décalage historique a déterminé le destin du pays. Lorsque le servage a enfin été aboli, le capitalisme a commencé à se développer rapidement, mais de manière très inégale. L'économie restait dominée par le monde rural. La grande majorité des Russes étaient des paysans pauvres, avec peu ou pas d'éducation. Les villes se développaient lentement et avec elles une classe ouvrière industrielle naissante, mais le pays restait dans son ensemble en retard, pauvre et profondément inégalitaire. Ce retard structurel a provoqué un profond mécontentement. Dans les villes industrielles, une petite classe ouvrière exploitée faisait surface. À la campagne, les grands propriétaires terriens continuaient à dominer, tandis que des millions de paysans vivaient dans la misère. Une bombe sociale se préparait dans le silence. Le capitalisme émergent était faible et dépendant de l'étranger. Par exemple, à la veille de la Révolution, une grande partie des usines russes appartenaient à des investisseurs français. C'était un modèle imposé de l'extérieur qui ne répondait pas aux besoins de la majorité. Comment un système aussi fragile a-t-il pu déclencher une transformation aussi radicale? Puis, au moment même où ce système inégal commençait à peine à prendre forme, un conflit bien plus vaste éclata, la Première Guerre mondiale. Ce fut une guerre entre puissances capitalistes, se disputant des marchés, des territoires du coloniaux et de l'influence. Ce fut le premier véritable conflit mondial, avec des conséquences dévastatrices. La Russie, l'Allemagne, l'Angleterre et les États-Unis y ont participé. Et pour la Russie, le résultat fut catastrophique. La Russie a subi d'énormes pertes humaines et matérielles et fut finalement vaincue, principalement par l'Allemagne. Mais le pire fut le chaos interne provoqué par la guerre. Au front, les soldats russes désertaient massivement. Beaucoup abandonnèrent leur poste et rentrèrent à pied dans leur village. Dans cet effondrement total, le changement devenait inévitable. Au cœur de cet effondrement militaire, économique et social, une révolution éclata. Une grande partie de la population ne voulait plus ni de l'ancien ordre féodal, ni du nouveau capitalisme inégal. Ils voulaient un véritable changement, profond. C'est alors que deux partis politiques relativement petits s'unirent et réalisèrent l'impensable. L'un de ces partis était une faction radicale du Parti social-démocrate qui se faisait appeler les bolcheviks.
L'autre était le Parti socialiste révolutionnaire, qui représentait principalement les paysans pauvres. Ce qui s'est passé ensuite a surpris même ses propres acteurs. Ces deux forces se sont alliées, ont appelé à l'insurrection. Et à la surprise générale, elles ont triomphé. Le régime tsariste est tombé et un nouveau gouvernement révolutionnaire est né. Cette nouvelle direction était fortement influencée par les idées du philosophe allemand Karl Marx. Les bolcheviks étaient des intellectuels formés à la pensée marxiste, connaissaient en profondeur les débats sur le socialisme qui avaient lieu en Europe occidentale et souhaitaient appliquer ces principes à la réalité russe. Mais la Russie était-elle vraiment le terrain approprié pour ces idées? C'est ainsi qu'a commencé l'une des expériences sociales les plus ambitieuses et aussi les plus controversées de l'histoire moderne. Ils étaient convaincus qu'il était possible de construire un nouveau modèle de société sur le territoire russe. Et ils ont tenté de le faire en prenant des mesures qui, encore aujourd'hui, peuvent sembler surprenantes. L'un des slogans centraux de la Révolution était « Terre, pain et paix ». L'une des premières décisions prises fut de redistribuer les terres du pays. Et ce n'est pas ce que beaucoup imaginent. Les parcelles furent même remises comme propriété privée à des millions de paysans. L'image selon laquelle la Révolution soviétique aurait aboli toute forme de propriété privée est incorrecte. Ce récit, dominant pendant la guerre froide, ne correspond pas à la réalité des premières années révolutionnaires. Au contraire, les nouveaux dirigeants facilitèrent l'accès à la propriété à une échelle sans précédent historique comparable. C'est ainsi qu'est apparue une figure inédite, le paysan libre, propriétaire de ses propres moyens de subsistance. Dans le même temps, le nouvel État promit quelque chose de totalement inédit dans ce contexte, le droit garanti à l'alimentation, à un logement digne, à l'éducation et aux soins de santé. Peux-tu imaginer vivre dans un pays où tout cela serait assuré dès le premier jour? Ce fut le début d'un ambitieux projet socialiste. Au fil des années suivantes, ils tentèrent de tenir ces promesses. Il y eut de réels progrès, mais aussi des reculs et des contradictions. C'était une expérience totalement nouvelle. Personne n'avait jamais tenté une telle chose, et encore moins dans une nation vaste, appauvrie et avec des taux d'analphabétisme élevés. Peu après, alors qu'ils s'efforçaient de reconstruire le pays après la Révolution et la guerre, le nouveau pouvoir fut confronté à de nombreux ennemis. Il est peu connu que, juste après la Révolution de 1917, 4 puissances étrangères intervinrent militairement pour tenter de l'arrêter. La France, le Royaume-Uni, le Japon et les États-Unis envoyèrent des troupes pour soutenir le renversement du nouveau régime. Oui, vous avez bien lu, des troupes étrangères ont envahi la Russie après sa révolution. Un fait révélateur, les États-Unis ont déployé des soldats sur le sol russe. L'inverse ne s'est jamais produit. Cela oblige à se demander qui menaçait vraiment qui. Simultanément, une guerre civile éclata à l'intérieur du pays, entre les partisans du nouveau système, l'armée rouge, et ses opposants, l'armée blanche. Comme on pouvait s'y attendre, les forces étrangères soutinrent les contre-révolutionnaires. Contre toute attente, y compris celle de leurs propres dirigeants, l'armée rouge parvint à l'emporter. La guerre civile prit fin. Le régime tsariste ne revint pas, et finalement, les troupes étrangères quittèrent le pays, les Japonais étant les derniers à partir en 1922. À ce moment-là, personne n'aurait parié sur leur survie. La situation du pays était critique. Il sortait d'une guerre mondiale, d'une révolution interne, d'une guerre civile sanglante et d'une invasion étrangère. La Russie était dévastée, et pourtant, un fait ne peut être ignoré. Depuis cette ruine quasi totale, en à peine 5 décennies, l'Union soviétique s'est transformée en la deuxième superpuissance mondiale, juste derrière les États-Unis. Comment un bond aussi colossal a-t-il été possible? Ce processus de redressement et d'expansion, notamment après les pertes humaines et matérielles énormes de la Seconde Guerre mondiale, est l'un des accomplissements les plus impressionnants du XXe siècle. Si nous en avions le temps, nous pourrions explorer chaque étape en détail. Mais ce qu'il est essentiel de souligner, c'est ceci. Leur priorité absolue fut l'éradication de la pauvreté. Ce fut l'axe qui guida l'action de la figure la plus influente durant des décennies, Joseph Staline.
Au nom du progrès économique, des décisions radicales furent prises. Par exemple, la terre qui avait été initialement distribuée aux paysans revint en grande partie sous contrôle de l'État, dans un processus de collectivisation visant à créer une agriculture mécanisée et efficace. Les secteurs industriels clés furent également nationalisés, avec pour objectif de développer une base productive capable de soutenir un développement autonome. Des investissements massifs furent faits dans les machines, les infrastructures et les secteurs lourds. Mais la production de biens de consommation fut négligée, ce qui entraîna un écart notable par rapport au niveau de vie des pays occidentaux. Ils travaillèrent sans relâche, non seulement pour améliorer leur économie, mais aussi pour garantir leur survie dans un environnement international hostile. Ils avaient été envahis, isolés, menacés. Et ils répondirent en renforçant leur appareil militaire, ce qui nécessitait une industrie puissante. Ils ne pouvaient se permettre d'acheter des armes à l'étranger. Ils devaient produire eux-mêmes leurs chars, avions et navires. Mais leur économie, à ses débuts, n'était pas prête pour cela. Ils optèrent donc pour une stratégie d'industrialisation forcée, dirigée par un leader imposant une discipline stricte. Les libertés individuelles furent maintes restreintes, les voix dissidentes réduites au silence. C'est l'un des aspects les plus critiqués du processus, et à juste titre. Mais comprendre ce qui s'est passé suppose aussi de comprendre les raisons historiques et stratégiques qui ont conduit à ce chemin. Depuis la Révolution de 1917 jusqu'en 1975, une année décisive pour la Russie, un développement économique sans précédent a été accompli pour une économie aussi vaste, en une période historique aussi courte. Pour cette raison, l'Union soviétique est devenue un modèle pour de nombreux pays pauvres qui aspiraient, comme elle, à s'enrichir, se développer et atteindre une véritable indépendance dans le monde, malgré les menaces constantes auxquelles ils ont dû faire face. L'expérience soviétique fut une expérience unique en termes de développement économique, démontrant à la fois ce qu'un pays peut accomplir lorsqu'il s'engage collectivement et le coût humain que cela implique. La grande question que l'on retire de cette expérience est la suivante. Peut-on profiter des bénéfices sans en payer le prix? Après la Révolution, l'Union soviétique a connu une croissance impressionnante et, à la fin des années 1920, elle s'était suffisamment remise pour entrer dans les années 1930 avec une économie renouvelée, sortie de la guerre et résolue à s'industrialiser. Durant cette décennie, elle s'est consacrée à atteindre cet objectif. Cette période fut marquée par le stalinisme, la répression de toute forme de critique et d'opposition, ainsi qu'une poussée industrielle rapide, presque frénétique. Cependant, peu de temps après avoir atteint cette croissance remarquable dans les années 1930, l'Union soviétique a de nouveau été confrontée à des menaces. Après la Révolution, elle avait été attaquée par 4 pays, mais cette fois, l'ennemi était différent. À la fin des années 1930 et au début des années 1940, l'Allemagne, sous la direction du fasciste Adolf Hitler, désigna l'Union soviétique comme son principal adversaire. Après l'épuisement des options diplomatiques, le régime nazi lança une offensive contre l'Union soviétique. À cette époque, l'Allemagne s'était déjà réarmée après sa défaite lors de la Première Guerre mondiale. Elle dirigea son attaque avec une grande férocité vers l'Union soviétique, avançant jusqu'à Moscou, une distance considérable depuis l'Allemagne. La campagne provoqua une destruction massive de vies humaines et de ressources, portant un coup brutal à l'économie soviétique encore fragile. Mais, à la surprise de beaucoup, les Soviétiques résistèrent à Moscou, et la Seconde Guerre mondiale prit un tournant lorsque Hitler échoua dans son objectif et que les troupes soviétiques commencèrent à repousser l'ennemi. Hitler commit l'erreur stratégique d'ouvrir un second front contre la Grande-Bretagne, l'Europe occidentale et les États-Unis. Il dut alors lutter sur 2 fronts, à l'est contre les Soviétiques et à l'ouest contre les puissances occidentales. La menace nazie fut finalement vaincue, mais à un coût extrêmement élevé. Plus de citoyens soviétiques périrent pendant cette guerre que toute autre nationalité, en raison de la férocité des combats sur leur propre territoire. Une fois de plus,
L'Union soviétique fut dévastée, à peine 15 ou 20 ans après avoir commencé sa reprise et sa croissance. Pourtant, elle poursuivit son chemin et, dans les années 1970, s'affirma comme la deuxième puissance industrielle mondiale, juste derrière les États-Unis. Son orientation vers la croissance économique et l'industrialisation fut la caractéristique la plus marquante de son parcours, mené de manière brillante et efficace, surmontant 2 guerres mondiales, une révolution, une guerre civile et une invasion étrangère. Un accomplissement vraiment extraordinaire. Mais tout cela eut un prix très élevé. Immédiatement après la Révolution, diverses formes socialistes très ambitieuses furent expérimentées. Des communes, des foyers collectifs où hommes et femmes partageaient les tâches domestiques, un changement radical par rapport au patriarcat hérité d'avant la Révolution. L'égalité des femmes fut encouragée, avec l'idée qu'elles devaient jouir des mêmes droits que les hommes. Des garderies publiques furent créées pour s'occuper des enfants, ainsi que des cantines collectives pour libérer les femmes des tâches ménagères et leur permettre de travailler hors du foyer. Ce fut une ouverture impressionnante vers le féminisme et une transformation profonde des conditions féminines. En outre, l'inclusion de toutes les minorités ethniques composant l'Union soviétique fut encouragée. Rappelons que la Russie n'était qu'une partie de l'ensemble et que l'Union s'appelait Union des républiques socialistes soviétiques, parce que les autres groupes ethniques se voyaient attribuer un statut de république autonome ou quasi-autonome. Ces expériences furent d'une grande envergure, mais beaucoup furent abandonnées avec le temps. L'une des plus importantes fut l'idée, présente dans certains essais des années 1920, que le socialisme devait aussi provoquer une révolution dans les lieux de travail, usines, bureaux, magasins, où l'égalité socialiste entraînerait une prise de décision démocratique, non seulement dans le domaine politique, mais aussi économique. Cela signifiait que ce n'était pas seulement le gouvernement qui devait prendre toutes les décisions pendant que les travailleurs exécutaient le travail, mais que les travailleurs eux-mêmes devaient gérer les entreprises. Cette vision, largement débattue, fut abandonnée, tout comme les aspirations à l'égalité des femmes et d'autres idéaux révolutionnaires, au profit de la priorité donnée à l'industrialisation. Cela fut toujours justifié par l'argument que, sans cette approche, ils auraient été écrasés par leurs ennemis, ceux qui les avaient attaqués après la Révolution, puis les fascistes. Ainsi, toutes ces expériences furent sacrifiées pour se concentrer sur un seul objectif. Et ils atteignirent cet objectif avec une telle efficacité qu'ils purent mais survivre. Mais le prix fut très élevé. Examinons maintenant ce coût de plus près. Tout d'abord, en réprimant l'autonomie et les droits des femmes, on a perpétué la structure familiale traditionnelle au sein du foyer, la prédominance de l'homme et la subordination des femmes et des enfants. Cette inégalité contredisait les principes socialistes qu'ils proclamaient, mais qu'ils n'ont jamais réellement appliqués dans la vie domestique. De manière similaire, dans le domaine du travail, un système hiérarchique a été maintenu. Les autorités étatiques ont remplacé les conseils privés et les capitalistes, mais il s'agissait toujours d'un petit groupe de fonctionnaires, envoyés depuis Moscou, membres du Parti communiste, qui décidaient quelles tâches devaient être accomplies, où, comment et ce qu'il fallait faire des résultats du travail ou des bénéfices générés. Ce modèle reproduisait l'ancienne organisation capitaliste à l'intérieur des entreprises, ce qui provoquait des tensions constantes entre les fonctionnaires aux commandes et les ouvriers qui exécutaient le travail. C'était une lutte similaire à celle qui existe dans le capitalisme, un conflit permanent entre la minorité qui dirige et la majorité qui produit. Cette réalité démontrait non seulement l'incapacité de l'expérience socialiste soviétique à dépasser la simple reconstruction nationale et à devenir un exemple de croissance pour les pays pauvres, mais affaiblissait aussi la viabilité même du système soviétique. De plus, durant les décennies des années 30, 40, 50 et 60, l'Union soviétique est restée fermement engagée à maintenir l'industrialisation comme son objectif central. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de la guerre froide avec les États-Unis, elle s'est retrouvée plongée dans une course aux armements. Rappelons que la Seconde Guerre mondiale s'est terminée avec le lancement par les États-Unis de 2 bombes atomiques sur le Japon, le seul pays à avoir subi une attaque nucléaire. Mais cette action n'était pas seulement destinée à vaincre le Japon.
déjà battu, mais aussi a envoyé un avertissement à l'Union soviétique quant à la puissance destructrice américaine. Avec l'URSS devenu le nouvel adversaire, elle fut contrainte de développer sa propre industrie nucléaire pour fabriquer des armes atomiques. C'est pourquoi elle a dû maintenir son focus sur l'industrialisation et repousser le développement du secteur de la consommation, ce qui s'est révélé être une faiblesse à long terme. Grâce à la radio, à la télévision et à d'autres moyens modernes, la population russe a pu constater que son niveau de vie était inférieur à celui des pays occidentaux. Elle ressentait de l'envie et désirait atteindre ce niveau, et l'Occident a su exploiter cette aspiration à ses propres fins. Bien que l'URSS fût devenu un pays économiquement puissant, le bien-être matériel de ses citoyens ne reflétait pas cette réalité. Pour tenter de contrer l'influence américaine et éviter d'être encerclés, il faut mentionner qu'après la guerre, les États-Unis ont établi des bases militaires dans tous les pays limitrophes de l'URSS. Cette menace a suscité chez les Soviétiques une anxiété qui les a poussés à adopter des stratégies similaires, comme l'invasion de l'Afghanistan, dans le but de créer une zone de sécurité, comparable à celle qu'ils maintenaient en Europe de l'Est, pour éloigner d'éventuelles agressions. Tout cela a nécessité d'énormes ressources pour soutenir une armée nucléaire, pour intervenir dans d'autres pays et administrer des territoires à distance, entre autres dépenses. Cependant, les Soviétiques n'ont pas réussi à atteindre tous leurs objectifs. Ils n'ont pas pu construire une industrie de consommation suffisamment forte, ni une économie assez solide pour rivaliser dans une course aux armements avec la nation la plus riche du monde. Malgré cela, ils ont persisté, mais le mécontentement populaire, ajouté à l'absence de liberté civile et de droits politiques, et la comparaison constante avec le mode de vie occidental ont accru la critique à l'égard du Parti communiste, qui a commencé à être perçu comme incapable de répondre à ses exigences. Le parti a réagi sur la défensive. Oui, il avait accompli une croissance économique impressionnante, mais à un coût très élevé. Finalement, la combinaison de ces limites et du ressentiment accumulé a conduit à l'effondrement de la Révolution de 1917 en 1989. Il est ironique que cette révolution ait survécu et se soit renforcée malgré les invasions, la guerre civile et les guerres mondiales, mais qu'elle n'ait pas pu résoudre ses propres contradictions internes. Les tensions entre les idéaux socialistes et la réalité d'une vie familiale à peine modifiée depuis des siècles, ou entre un lieu de travail hiérarchique et non démocratique qui opposait l'État et le parti à la classe ouvrière. Ces échecs, qui doivent être reconnus comme tels, ont affaibli leur réussite. Ce n'est pas qu'ils n'aient pas eu de succès. J'insiste, ils ont accompli des choses remarquables, mais pour se maintenir, il fallait faire davantage. Cette leçon n'a pas été apprise. Enfin, tout cela s'est fait sans pouvoir établir d'accord avec l'Occident, considéré comme un ennemi irréconciliable. C'est là l'une des différences clés entre la Russie et la République populaire de Chine, car la Chine a réussi à conclure des accords avec l'Occident. C'est pourquoi aujourd'hui, nous portons des vêtements chinois, utilisons des appareils électroménagers chinois et conduisons des voitures fabriquées en Chine. Cette différence, comme vous le verrez, est très significative.